Et on va enchaîner ça avec l'os, la chair autour de l'os de cet épisode-là, la dégustation de la semaine. Une petite dégustation cette semaine. On a déjà couvert le draft. Donc, on commence ça. On débute ça avec une des deux soirées qu'on avait. Fait qu'on a Dynamite du 1er mai 2024. Un bon Dynamite. Très bon. D'accord? Très bon Dynamite. Bien aimé. Ça commence. Dynamite-là. En plus, ça commence sur les chapeaux de roue avec un Tony Khan qui essaye d'être. Bonjour, je suis présentement à Jacksonville. Il est un peu robot. Je ne serai pas présent. Moi, je peux perdre mon coup. Pas toi. Très bon, très bon call. Très bonne joke pour les 4 personnes qui ont compris le référent. Très bonne joke. Je peux enlever mon coup, pas vous, pas. Puis cette vidéo-là est coupée. Oui. J'ai comme un problème technique qui se passe. Parce que lui, il se dit, je vais faire ma réalisation de Jacksonville, tout va bien aller. Là. Avec Internet à cette heure, on peut le faire. Là, j'ai 8 ordinateurs en avant de moi, fait que je suis crédible, tu sais. C'est sûr que ça fonctionne. Puis c'est les Young Bucks, finalement, qui reprennent le contrôle de l'épisode et on le sent tout au long de l'émission. J'adore vraiment, vraiment ça. Ils ont fait comme, hey, on est les boss, on est des VP, c'est nous autres qui vont décider aujourd'hui. Puis tu sais, ils jouent comme si, on a été coupé, on sait pas trop, la connexion est pas bonne, on va être obligé de prendre sous contrôle. Explique également, moi j'aimais ça dans la petite explication avant, qu'ils ont des contrats avec une clause ironclad, donc tout de suite on explique pourquoi ils sont pas été renvoyés la semaine dernière, parce que Tony Khan, in kayfabe, ne peut pas les renvoyer, parce qu'ils ont comme une clause grand-père ou une clause genre fondateur, qu'on appelle, le Founder Clause. Et là, en même temps, ça vient installer, qui d'autres étaient fondateurs à l'époque. Donc, ça va revenir plus tard dans l'histoire. Mais moi je pousse un peu le café en disant, est-ce que Cody a même cette clause-là? Et peut-être qu'un jour, il pourra revenir et dire qu'il y a cette clause-là. Je détesterais pas ça. J'aimerais bien ça. Ouais. Mais c'est ça, une clause fondateur qui fait que lorsque Tony Khan n'est pas là, ben c'est les fondateurs de la All Elite Wrestling qui prennent le contrôle et là ils sont comme... Ils ne peuvent pas perdre leur travail, ne peuvent pas perdre leur emploi, peu importe ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que l'attaque de la semaine passée n'a aucune incidence sur le travail qu'ils font. Moi j'adore cette intro-là. On l'avait jamais vu encore ce genre de gimmick-là, d'intro-là à la All Elite. Fait que j'adore ça. Et puis on enchaîne après avec le nouveau... Attends, il y a un nouveau générique où on met de l'avant... Ah oui, et c'est juste les Elite. Ça c'est Elite. Ça c'est niaiseux. Dans l'intro du début, là, Caroline, que c'est bon. J'ai ri fort. Très drôle. Ouais, c'est très drôle. Et fait que là, on commence le spectacle avec un je pense pas que ça a commencé avec ça, mais le meilleur match ça a été. On a commencé avec Swerve Strickland, tout ça, qui est venu un peu jaser de ça. Bon, pas une promo qui était mémorable, mais on a quand même lance des couteaux bas à The Elite, au EVP, tout ça. Et EVP un peu pour se venger, mais bon, voici, ça va être qui ton adversaire? Et c'est le patriarche qui arrive et qui vient faire son patriarque. Ouais. Il y a un gros beatdown à plusieurs sur ça, et ça va être construit. Mais ce qu'on a aimé, nous, c'est le match qui suivit cette première promo-là. Qui était, le Cope Open. Le Cope Open, je te laisse le faire parce que c'était bon ça. C'était... en fait, la semaine d'avant, Malachi Black qui avait annoncé à Adam Copeland que la House of Black au complet va venir à un moment donné répondre à tes Cope Open. Fait que la semaine prochaine, qui va être là? Est-ce que c'est Monsieur King qui va être là? Est-ce que c'est Monsieur Matthews qui va être là? Est-ce que c'est moi qui sera là? On ne le sait pas. Est-ce que c'est Julia Hart qui arrive? On sait pas. Qui va être là? On ne sait pas qui du House of Black va être là. Et c'était Buddy Matthews qui a répondu à l'appel. Buddy Matthews, je le dis, je le redis, je vais le redire, il est underrated, il est vraiment incroyable dans le il est tellement bon. Moi, je l'aime beaucoup ici. Puis il y a un gros rythme, puis on sent que c'est Buddy Matthews qui un peu tient le rythme, qui vraiment pèse sur la pédale à gaz. Puis c'est maintenant que Copeland, il suit très bien. Là. Il est capable d'être là. Comme des grosses dives à l'extérieur de Copeland, ce qu'il ne fait pas souvent. Comme il s'est vraiment donné dans ce match-là. Il y a eu des comme ce genre de match-là, il n'y a pas... Vu que c'est un match qui est très intense, qui est très vite, l'histoire qui est racontée est pas... elle est pas qu'elle est pas évidente, mais il y en a pas vraiment. C'est vraiment juste...
Buddy Matthews qui veut affaiblir Copeland. On veut jouer un mind game avec. On commence à essayer. On sent qu'on veut y faire mal. Ouais, comme c'est on ça. dit, c'est qu'on On veut qu'il soit blessé. Baiser sur le piton. On veut jouer avec sa tête comme qu'on joue avec son corps. Ouais. Désolé pour cette phrase-là. Mais il y a j'essaie de suivre mes notes que j'ai. Une espèce de double cross body. Oui, c'est ça, double cross body. Qui est fait, puis là, un gros sell, si on veut, de body. Ouais. Là. Ben, il crache du sang. C'est comme. Monac. Fait que c'est comme si c'était pété quelque chose, là, les organes internes qui saignent. Là. Mais un beau double cross body. Vraiment, 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 vraiment beau. Puis là, c'est un gros rythme. Il y a eu un Avalanche Impaler de la part de Copeland. Il y a eu un kick-out parce que All Elite. Un gros coup de genou, un jackhammer. Un kick-out de la part de Matthews, parce que de Copeland, parce qu'il fallait balancer le kick-out. Mais finalement, c'est Copeland qui réussit à déjouer tout ce que Buddy Matthews mettait dans son chemin. Un bon gros spear, ding, 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 c'était la fin du match. Et c'est l'après-match qui est intéressant, parce que pendant tout le long du match, moi j'essaie de voir des moments où tu fais comme, ok, mais Copeland, il s'est fait cracher dans la face. Il y a eu le mist à Dynasty. Tu fais comme, ok, pendant le match, est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous montrer que peut-être qu'il y a un changement de caractère? Est-ce que une faiblesse? Une faiblesse, c'est ça. Est-ce qu'il va retenir ses coups contre Buddy parce qu'il va peut-être faire partie peut-être qu'il sent un attachement avec le House of Black, même s'il veut pas. Mais c'est ça que le Mist fait. Pendant le match, on n'a rien vu de ça. Par contre, après le match, il tombe dans le genre de transe. Il devient un peu le edge. Ouais. Le edge méchant qu'on a eu pendant d'une dizaine d'années à la WWE, mais là, que depuis les dernières, il est plus gentil, tu sais, Adam Copeland. Là, il revient avec sa face de, tu sais, un peu psychopathe, puis let's go, puis il va chercher des chaises. Puis il va faire un concerto. Oui, là, qui est un move de heel, qui a juste fait quand il était heel, ou quand l'histoire le demande que contre Christian, ça c'est possible, mais là, t'es comme, tabarouette, il va le tuer, là, ça ressemble pas à un gentil, ça. Là, Malakai arrive pour l'arrêter. Tout devient noir. Ouais, c'est ça. Puis là, Malakai, il apparaît à côté de lui. Là, il est comme... Là, tu te dis, va-tu arrêter? Va-tu sauver Buddy Matthews? Mais non. Il dit, fais-le. Fais-le. Ah ouais. Frappe-le, t'es pas game. Pas game. Pas game de le frapper. Même Matthews lui-même est comme, frappe-moi. Frappe-moi, t'es pas game. Puis, ok, il joue vraiment avec sa tête. C'était vraiment, vraiment bon. Finalement, avant que Copeland réussisse. Bon, il y a eu un petit botch dans le timing, mais avant que Copeland réussisse à frapper Malakai avec la chaise, la lumière se ferme, les gars disparaissent dans. Dans la magie. Dans la magie de la noirceur, parce que c'est le House of Black, donc disparaissent dans le noir. Et Copeland, qui a l'air un peu perdu, il est pas certain. Ben, tu sais, il se passe, il se remet en question. Il est comme, ok, moi, j'ai été profond dans ma colère. Fait que, d'après moi, en tout cas, on va voir, mais ça se construit un peu comme s'il y avait un peu d'effet du Black Mist. Finalement, il s'est passé quoi avec le Black Mist. Puis j'aime tout ça. Tout ça. Ensuite, on enchaîne avec une promo de Orange Cassidy, qui est quand même une bonne promo parce qu'il vient comme parler qu'il est quand même triste parce que lui, c'était ses deux meilleurs chums. Puis là, ses deux meilleurs chums, ils se sont battus ensemble. Lui, il pensait que tout allait se régler après cette bataille-là, mais non, c'est pire. C'est pire que... Puis moi, j'aime beaucoup, il commence sa promo en disant j'aime pas faire ce que je suis en train de faire présentement. Puis il joue le personnage au bout, j'aime vraiment ça. Puis c'est ça, puis là, il dit que Chuck Taylor, c'était potentiellement, puis là, à voir si c'est kayfabe ou même peut-être réalité, potentiellement son dernier match à vie. Elle peut plus lutter, on sait qu'il y avait beaucoup de blessures depuis les dernières années, il n'a pas beaucoup lutté, Chuck Taylor, c'était peut-être pas vrai son dernier match parce que son corps, malheureusement, ne suit plus. Puis il l'a eu dans un espèce de street fight extérieur, mais aussi, Orange, il confirme ça, comme ça risque d'être son dernier match à vie. Il peut plus lutter. Il est rendu tout seul parce que, Beretta, il est plus son ami. Puis Chuck, il peut plus lutter. Fait que là, il est tout seul. Il est un peu triste. Ça va sa rampe. Et là, qui vient essayer, si on veut? C'est Trent qui arrive. Puis qui rit de lui. Ou que Trent joue le méchant. Et c'est là, le Statlander arrive. Puis Rocky essaie de les séparer. Il essaie de les séparer. Puis là, c'est... ça va finir, ils vont se battre un contre l'autre éventuellement, mais c'est Don Callis qui sort puis qui vient réconforter, si on veut,
Orange Cassidy, qui dit quelque chose dans l'oreille, qui le prend par l'épaule, un petit secret. Un petit secret. Il dit, hey, t'aimes-tu ça, toi, le orange juice? Puis, j'en ai en arrière. T'as-tu soif? Tu veux du jus d'orange? J'en ai en arrière. Fait qu'il prend par l'épaule et quitte par le tunnel. Fait que là, que va-t-il se passer avec ça? Aucune espèce d'idée, mais ça arrive du champ gauche. J'aille pas ça. J'aille pas ça moi non plus. Très surprenant. Fait que c'est pour ça qu'on le note ici. Par la suite, un bon petit match de deux vétérans de la lutte. J'adore ça. La nouvelle gimmick de Chris Jericho qui s'appelle l'arbre qui sait, l'arbre qui apprend, l'arbre qui fait apprendre. L'arbre qui donne son knowledge, qui donne... l'arbre de la connaissance. Ah! Voilà! Pensez l'arbre du ça. savoir, l'arbre de la connaissance. J'aime ça. Excellent. Ouais. With the learning Jericho. tree. Contre Katsuyori Shibata, le lutteur. Bon match. On s'entend un match. Ben, je te laisse y aller pour la petite stats. C'était un match sous les règles de la FTW, qui est la Free Wrestling. Jericho a changé le nom, là, mais c'est. Il dit c'est pour le monde. C'est pour le monde. Ouais, c'est ça. For the peu importe. The world. Dit, for the world. Merci beaucoup de me reprendre là-dedans. Donc, c'est un match sans disqualification. Et on donne une stat que j'ai vraiment trouvée intrigante ou intéressante. C'est que en 22 ans de carrière, Shibata est présentement dans son seul match sans disqualification. Il n'avait jamais lutté dans un match sans disqualification. Puis, c'est Taz lui-même qui explique que le match sous la FTW Rules, qui est un match sans disqualification, ça veut pas tout le temps dire qu'il faut des tables, puis il faut toujours des échelles, puis il faut des grosses gimmicks, patentes d'explosifs. Non, il dit juste que on peut juste jouer avec les règles, puis on est capable de les appliquer dans un FTW match. Puis je trouve ça vraiment intelligent de la façon qu'il l'a expliqué, parce que il y a eu des beaux spots où, comme Jericho qui va en dessous du ring, qui sort un sac qu'on pourrait appeler un sac de punaises. Parce que les punaises sont dans ce genre de sac-là en velours. C'est vrai. Mais c'est vrai. vide le sac, c'était quoi? T'as des rondelles de hockey. T'as des pucks, stick. T'as pas des Ben, thumbtacks, t'as des pucks. On est au Canada, hein? T'as Canada, t'as Winnipeg. Les punaises, c'est souvent remplacé par des... Moi, là, souvent, je sais pas, t'as-tu déjà, genre, des fois, tu ouvres tes sacs de chips, ça se passe, c'est des chips, plein de pucks en dedans. Plein de pucks. Ça, c'est le genre... Parce qu'il y a beaucoup de... Parce que souvent dans le reste du monde, ouais. souvent sur les étiquettes, c'est écrit peut contenir des traces d'arachide. Ouais. C'est ça. Quand t'es au Canada, vous regarderez beaucoup de sacs, c'est écrit peut contenir des traces de rondelles, de puck. Ouais. Puis là, des fois, t'ouvres tes sacs, puis c'est des pucks qui a la place de l'affaire. Fait que là, tu t'appelles, tu ramènes ça à l'épicerie, puis tu changes tes sacs. J'ai déjà ouvert un sac de chips, puis il y avait 4 pucks sur le dessus des chips. Toutes mes chips, t'as tout émietté. Ben, c'est ça. C'est ça. Bouteille caoutchouc. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est ça. C'est quelque chose qui arrive souvent, on vous le dit, là, si vous écoutez ailleurs, mais au Canada, au Québec, on aime ça le hockey, puis il y a des pucks partout. Un repas congelé que je mets dans le micro-ondes pour faire des congelés, j'ai brûlé ma puck. Il y avait une belle puck dedans, je l'avais pas vue, elle était cachée en dessous du riz congelé que j'avais là. Brûler ma puck. T'as jamais trop de puck. Fait que t'es quand même content quand t'en as, mais t'es comme, j'aurais mangé d'autres choses. Donc là, on voulait des tacs, mais non, des punaises. Des pucks en dessous du ring, c'est un ring au Canada, donc Jericho qui a trouvé des... Puis on s'est donné des souplesses dans les pucks. J'ai comme, ça fait mal, Simonac. C'est quand même dur, une puck. C'est quand même dur. C'est pas... mettons... Ça ressemble à si tu tombais, tu sais, au lieu de tomber bien à plat, là, tu tombes genre sur quelque chose qui ressort, une roche, de quoi, là, tu sais, ça doit pas faire du bien. Ça doit faire plus mal que des punaises, quasiment. Là. Ben, ou un mal différent, en tout cas. C'est un mal différent, ouais. C'est moins pointu comme mal, on va dire. Ouais. C'est plus un bleu. Plus un bleu, c'est ça exactement que ça te fait. Et ensuite, si on lâche les pucks 2 secondes, ils se sont donné des pucks dans le chest. Simonac sont partis sur une compétition de chop, là. Puis une compétition de Chuck Taylor, une compétition de chop, quand ça finit avec un holy shit, tu sais que t'as fait quelque chose de bien. Ouais. Holy... Hey, le chest des deux gars était arc. Complètement arc. Ça faisait mal, ça sonnait, et là. Puis le plus beau spot, c'est Jericho qui met une poubelle sur la tête de Shibata. Et Shibata, qui, de son charisme incroyable, a no-sell les coups de kendo qui étaient donnés sur la poubelle
dans lequel il était à l'intérieur. Il s'est levé. Il y a eu un face-à-face avec Jericho, mais il y a toujours une poubelle sur lui. Là. Il y a des photos. Là. C'est drôle, mais c'est bon. Comme on comprend l'intention d'une poubelle. Si la lutte peut pas devenir meilleure que ça quand t'interprètes une poubelle puis tu donnes une intention puis tout le monde comprend l'intention. Et finalement, c'est Big Bill qui vient intervenir, qui vient donner un big boot à Shibata pour donner la victoire à Jericho. Parce que Big Bill a demandé d'être sous l'arbre qui va lui donner plein de connaissances, qui est Chris Jericho. Un très bon... Moi, c'est ce genre de match-là. Là. Un peu de stupidité, beaucoup de violence. J'adore ces matchs-là. Oui, puis c'est ça. C'est que Big Bill est un peu niaiseux. Fait qu'il a besoin de connaissances un peu plus. Fait que ça rapproche de l'arbre depuis quelques semaines déjà. Très bon match, moi aussi, je suis d'accord. Ensuite, on a eu un match féminin, un bon petit match aussi. Et là, je le dis souvent, mais Mario May, je l'aime beaucoup. Vraiment. Puis elle a montré dans ce match-là à quel point elle a un potentiel. Ou pas un potentiel parce qu'elle l'a déjà, mais comme. Elle l'a déjà. Ouais. Elle a un potentiel à pouvoir monter dans la compagnie qui a dit. C'est plus ça, je veux dire. Surtout contre The Professor. Oui, elle se prenait contre Serena Deebs et un bon match technique, super bien exécuté. Mais moi, surtout, ce que je vais remarquer de tout le match, c'est à quel point May elle vend toujours. Elle est toujours incarnée dans son personnage. Les face caméra, elle l'a. Elle comprend toujours elle est où dans le ring. Peu importe ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Tu sais, même si les bouts un peu plus absurdes où on lui fait une espèce de prise où on la pogne les mains puis les pieds, puis là elle est prise à terre comme ça. C'est drôle, là, Fait que tu sais, un peu, c'est un move de Serena Deebs pour comme, montrer sa supériorité en termes de soumission, si on veut. Puis on enchaîne ça avec un dropkick pendant que May est pris comme ça. Mais même ça, je trouve qu'elle vend bien. Elle rend comme... C'est ça, elle rend pas... Elle justifie par son sel. Et même si... ça rend crédible, la move. Exact. Puis même si la victoire n'est pas de son côté, je trouve qu'elle ressort forte puis qu'on voit le gros potentiel que Mario May a. Et là, on s'enligne vraiment vers un Serena D, probablement, contre Toni Storm, qui était aux abords du ring et qui... en fait, a gagné par abandon, mais de la mentor, qui a lancé la serviette. Okay, on en a choisi la semaine dernière. Je sais pas si les deux s'écoutent, mais on a un petit... on a eu ça du match de Kofi Kingston et Xavier Woods. Mais là, on a décidé de la lancer pour vrai du côté de la All Elite Wrestling avec Tony. C'est ça. D'après moi, il y a du booking qui... on se répond, les deux compagnies. Bien aimé ça. Oui, vraiment très, très bon match. Puis c'est le fun de voir un bon match féminin à l'All Elite. Ça arrive moins souvent parce qu'ils ont moins la chance de lutter. Fait que, mais depuis quelques semaines, il y en a plus quand même. Je pense qu'on rehausse le niveau. Et finalement, on va y aller avec la promo qui a terminé ce Dynamite-là et qui a commencé le Rampage. Donc c'est un peu déroulé sur les deux émissions. Mais bon, ça suivait un et l'autre. C'est la retour de Kenny Omega. Et moi, c'est la promo qu'on va plus parler, si on veut, là, de la semaine. Là. Quoi, on va en parler d'eux, mais c'était une excellente promo de Kenny Omega. D'abord, juste l'intro classique à la Kenny avec Justin Roberts qui fait l'étendue de tous ses titres et de tout ce qu'il a et qu'il arrive dans sa ville natale. Le gros chant, tout est content. Et nous se met à un peu expliquer ce qui s'est passé dans les derniers mois, même si on en entendait parler un peu dans les nouvelles, ainsi que, je pense même à l'écran, un peu avant World's End, on en avait jasé que, malheureusement, Kenny Omega souffrait j'ai pas le terme exact, là. Ok, parfait. Le terme en français, je sais pas, mais en gros, des problèmes avec les intestins, avec le côlon, tout ça. Peu importe. C'est ça. Fait qu'en gros, il faut faire une opération dans l'intestin, retirer des intestins, tout ça. Bon, je suis pas un médecin, évidemment. Si vous êtes médecin, vous pouvez nous dire en commentaire qu'est-ce que c'est exactement l'opération. Mais je sais que c'est une opération que plusieurs personnes ont eue. Et ça peut amener à, ultimement, faire que le système digestif fonctionne mal et que les personnes qui malheureusement subissent ça et que ça se passe mal n'ont pas le choix d'avoir un sac, si on veut, tout le reste de leur vie pour éjecter, si on veut, tout ce qui se passe à travers leur corps parce que le côlon ne fait plus, si on veut, le travail. Fait que c'est quand même très dommageable. Pour un lutteur, j'ai jamais vu vraiment un lutteur se battre avec un sac à côté de lui. Fait que ça limite quand même. D'après moi, ça devrait limiter les mouvements. Fait que là, Kenny nous explique ça, nous dit que c'était une grosse peur qu'il y a eu, que le médecin lui a dit, c'est pas quelque chose qui aime beaucoup parler, mais il fallait qu'il prenne une décision, puis qu'il a décidé de complètement arrêter de regarder la lutte parce que il trouvait ça trop difficile, parce que s'il faisait pas ça,
mais c'est comme s'il y avait une bombe en dedans de son ventre qui, il sait pas quand, à un moment donné. Un petit quelque chose, puis tout explosant dedans de lui, I guess. Exact, mais tu sais qu'au final, si ça se passe mal, s'il y a un coup qui fait que ça se déchire ou peu importe, ben il va devoir faire cette opération-là, qu'il veuille ou non. Et lorsqu'il va la faire, ben peut-être qu'il sera pris avec ça. Fait que on va y aller le in kayfabe là, parce que c'est ce qu'on nous a vendu à l'intérieur, mais il nous parle comme si cette opération-là, il n'avait pas eu lieu. Elle n'avait pas eu lieu encore et que ce qui l'a motivé à la faire, c'est Dynasty. Quand il a regardé ça, il a vu tous les bons lutteurs, puis le bon match entre Bryan Danielson et Will Ospreay. Mais là, la peur un petit peu partie, puis il fait, gars, si j'ai 10% de chance de faire cette opération-là puis de revenir correct, ben je le prends le risque. Si c'est 5, c'est 5. Si c'est 1%, gars, je le prends le risque, puis je vais aller la faire, cette opération-là, pour pouvoir revenir puis pouvoir redevenir un lutteur, parce que c'est ça ma vie. C'est très babyface, tu sais, comme ça, dans sa ville natale, les gens, ils sont contents, let's go, tu vas l'avoir, puis tout ça. Et là, parlant d'un sac de marde à d'autres sacs de marde, une belle transition qu'il a fait. Il met son regard ou son focus sur les EVP, parce que là, il est comme, gars, je vous regarde depuis quelques semaines, pas le fun ce que vous faites, vous êtes un peu, vous êtes pas fin, tout ça, et là, ben, il se fait couper. Et t'as la chanson de Okada qui arrive. Fait que là, on a un petit rappel, hein, parce que Okada et Kenny Omega ont eu beaucoup de matchs et beaucoup de bonnes rivalités au Japon. Que je crois c'est avec lui que son 7-star match. C'est exactement avec lui que son 7-star match. Fait que le match techniquement le mieux noté de l'histoire de Dave Meltzer, on s'en fout un peu, mais tu sais, je l'ai vu, c'était un excellent match, garanti. Moi je mets pas plus que 5, mais c'est assurément un 5 étoiles ce match-là. Absolument. C'était un très bon match. Fait que là, on rappelle un petit peu cette histoire-là. Là, on sait pas non plus, tu sais, ça enlève vers où, là, la feud, parce qu'on se souvient lorsque Kenny a quitté. Il était plus en feud avec la Callis Family, tout ça. Oui, c'est ça. Il va revenir? De quelle manière il va revenir? Tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le visuel ou dans tout ce qu'on voit à Dynamite ou dans la All Elite depuis qu'il est parti. Où il va se placer là-dedans, ou c'est ça qu'on est en train d'essayer de deviner ou essayer de voir. Là, fait que, là, on le voit, c'est Okada qui arrive. C'est comme, ok, parfait. On s'enligne vers une autre histoire maintenant. On s'enligne plus vers les EVP, tout ça. Fait que là, il y a un petit face-à-face. On commence avec quelques mots en japonais. Par la suite, il dit, gars, le Rainmaker versus le Best Bout Machine. Et là, t'as le Rainmaker qui lui répond que non, maintenant, aujourd'hui, c'est rendu moi, le Best Bout Machine, c'est pas toi, parce que ça regarde qui t'es pathétique. Et là, tu sais, il y a comme une espèce de tension, parce que là, on a installé qu'on pouvait pas trop toucher à Kenny à ce moment-là. Puis là, de l'autre côté, arrive qui? Arrive le petit scapegoat, le petit méchant. Il est attaqué dans le dos, Kenny Omega. Puis là, petit... je sais pas, là, t'as quand même une surprise au niveau du kayfabe, parce que là, normalement, quand quelqu'un n'est pas disposé à lutter, on n'est pas supposé le frapper. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il donne un grand coup de poing dans le ventre. Un peu comme il a donné à Tony Khan avec le micro. Là. Exactement. Faut pas qu'il le frappe là. Mais non, vraiment pas. Il y a une bombe dans le ventre. Ça fait que moi, si j'avais une bombe dans le chest, je voudrais pas que tu me frappes dans le chest. Ça, c'est certain. C'est sûr que non. Fait que là, il se met à vendre. Là, t'as les Young Bucks qui arrivent, qui mettent un peu leur chapeau d'EVP, puis ils disent c'est un employé, là, ça va coûter cher d'assurance. Là, arrêtez de le frapper le pas, laissez-le vivre, là, tout ça. Et là, pendant ce temps-là, pendant qu'il essaie d'expliquer aux deux gars qu'il faudrait pas le frapper, ben, t'as Kenny Omega qui rentre, puis qui s'accroche un petit peu au genou des deux EVP, puis là, les deux EVP, ça revient, pognent la main de Kenny Omega en position EVP Trigger, comme on en a jasé un peu plus tôt. Ils font une petite poignée de main? Ben non, ils font pas une poignée de main, ils font le EVP Trigger. Et eux autres aussi participent à la faiblesse ou c'est ça, à la petite peur qu'on a, qui entoure un peu Kenny Omega, qui se fait battre. Et là, ça se termine sur ça. Ça finit. Mais non, ça se termine pas sur ça. Il y a des gens qui partent à courir, puis c'est FTR, puis c'est FTR qui arrive, c'est ça, FTR qui arrive pour sauver... Clean le ring, tout ça, puis là, il y a un peu face à face. Et là, ça se termine sur ça, là, dans la mic, mais ça se termine pas vraiment parce que là, on fait juste. On continue. Ça devient noir, puis ça revient, puis là, ça continue. Fait qu'on est rendu à Rampage, entre guillemets. Et là, t'as Kenny Omega qui continue de vendre, les FTR qui sont là, on amène l'ambulance, pendant que, bon, les commentateurs couvrent un peu le temps, nous expliquent à quel point c'est grave ce qui se passe, puis que ça se peut que là. L'opération qu'elle a dit qu'il voulait avoir. Lui, il voulait l'avoir là pour revenir dans 2 mois, mais là, ça se peut qu'il
il aura pas le choix, il va falloir qu'il la fasse là, l'opération, parce qu'il vient de se faire frapper dans le ventre, puis là, on le met sur une civière, on l'amène en coulisses, tout ça. Bon, ça se termine, ça va à la pause. Revient de la pause, on voit Kenny qui continue, il se fait embarquer dans l'arrière d'une ambulance. Mais là, juste avant qu'il se fasse embarquer, t'as le D-Elite. Ils viennent frapper les ambulanciers. Ils viennent frapper tout le monde. Ça va coûter cher l'assurance. Ben oui, ça va vraiment coûter cher, mais pas des employés. Là. T'es comme tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Et là, gros move de méchant, de heel. Parce que là, t'as Matthew qui va dire un peu dans l'oreille. Il dit qu'il l'aime beaucoup. Il l'aime beaucoup, mais gars, c'est ça business, puis il a pas le choix de le faire. Puis... Exactement. Et là, les trois autres prennent Kenny Omega sur une civière, tout pété, qui vend son mal de ventre. Et il le pitch en bas de la civière à terre, un petit bump de cette manière-là. Fait qu'on réaffirme le fait que c'est vraiment des méchants. Et que Kenny Omega, peut-être que la bombe a explosé. On va voir. Kayfabe, ça s'en va vers où. Si on va peut-être enlever un peu le rideau, on fait ça rarement, mais là, vu que c'est comme un truc un peu plus sensible, on va le faire. Kenny a déjà eu l'opération, tout est OK. Et il n'y a pas de risque là, à ce que cette promo-là ou ce truc-là ait vraiment fait des dommages réels. Tout le monde est pro et tout le monde n'aurait pas fait probablement ce truc-là s'il n'était pas clear à compétitionner. Fait que pour ceux qui se posent la question, eh bien non. Kenny est bel et bien OK avec tout ça. Et on fait juste le vendre à l'intérieur de l'histoire. Fait que vous le savez maintenant, on n'a plus à avoir un œil inquiet. Il y avait ma copine qui avait quand même un œil inquiet, moi. Oui, hein. Parce qu'elle n'était pas au courant de ça. Fait que là, je vais t'inquiète pas. Il va pas mourir live à la télé. Non, c'est ça. Je pense pas qu'il aurait mis qu'il y a une bombe dans le ventre dans cette position-là. Ouais. Fait que. Ouais. Quoi que, peut-être. Exactement. Quoi que ça fit très bien avec un personnage à la Joker, peut-être. Quelqu'un qui a vraiment mis une bombe dans le ventre. Oui. Fait qu'il y a une bonne promo, somme toute, qui s'est terminée à Rampage, mais un bon beatdown, ça fait construire tout le monde. Les VP sont vraiment les top heels présentement de la fédération, selon moi. Ça fonctionne très bien, mais j'aime beaucoup. J'étais pas certain au début où ça s'en allait, mais j'aime vraiment ce qu'ils font. J'aime vraiment. On aime ça, les haïr, fait que ils font bien leur job, finalement. Vraiment. Et sinon, pour ce qui est du reste du Rampage, la fin du Dynamite, il n'y a rien d'autre qu'on a marqué. Fait que vous pouvez skipper le reste, arrêter ça à Kenny. Le reste, c'est plus normal. Là. Et c'est ce qui complète le Dynamite du 1er mai. Dites-nous en commentaire comment vous avez aimé ça, vos impressions sur tout ce qui s'est passé. Exactement.